Louis Maillot, d'Ancienne Technologie, va nous expliquer justement comment ils utilisent des modèles mathématiques dans des applications pour soigner le cerveau sans médicaments, et notamment à travers le neurofeedback. Bonjour à tous. Vous m'entendez sans le micro? Au fond? Non? Ok. Donc avec le micro. Donc aujourd'hui on a parlé beaucoup de divertissement, on a parlé d'utilisation du neurofeedback, des neurosciences et de l'électroencéphalographie pour la relaxation ou pour des applications de divertissement, et un peu plus dans les dernières présentations sur du soin. Et donc c'est vraiment ce qui est au centre de notre problématique, c'est comment est-ce qu'on peut soigner en utilisant cette technologie. Et en soignant, je parle dispositif médical. Okay, donc c'est-à-dire on fait une revendication sur une pathologie particulière et on vient traiter cette pathologie. Donc c'est de ça dont je voudrais parler aujourd'hui. Et il y a un élément qui est très intéressant quand on regarde l'histoire du neurofeedback, et certains d'entre vous l'ignorent probablement. Eh bien, l'électroencéphalographie, comme Jean-Arthur en a parlé tout à l'heure, a été découvert en 1924, donc c'est il y a pratiquement un siècle maintenant. 10 ans après, c'est-à-dire très rapidement, on a eu les premiers éléments de contrôle de l'activité du cerveau par un sujet, donc de contrôle volontaire. C'était par des Français d'ailleurs, Duruc et Fressard en 1935. En 1958, il y a un papier Landmark de Kamiah qui réplique sur le contrôle des ondes alpha. Et puis, ça s'enchaîne pratiquement tous les 10 ans. Et 69, on a vu aussi cette belle expérience. On voit que contrôler les ondes cérébrales s'associe avec une plasticité et avec des bénéfices cliniques. Et donc, jusqu'aux années 90 et aujourd'hui, et tout ça, ça soulève une question qui est vraiment fondamentale pour nous, c'est comment ça se fait que 100 ans après, cette technique, elle ne soit pas utilisée de manière quotidienne et que ce ne soit pas inscrit comme étant un traitement, on va dire, de première ligne pour les pathologies du cerveau. Et pour nous, c'est d'autant plus important que chez Mentia Technologies, on essaie de soigner l'hyperactivité et l'inattention. Donc, je voudrais juste faire un petit sondage pour savoir qui d'entre vous, levez la main si vous connaissez, directement ou indirectement, les enfants qui sont atteints d'inattention ou d'hyperactivité. Waouh. Ok, donc c'est assez... Pardon ? La Ritaline avant. Voilà, il y a de la Ritaline, exactement. Donc effectivement, c'est une pathologie qui touche 11% d'une classe d'âge, donc entre 7 et 16 ans aux États-Unis, à peu près la moitié en France. Et puis effectivement, le traitement de première ligne aujourd'hui, c'est la Ritaline, le méthylphénidate, donc un dérivé de l'amphétamine, donc un médicament qui doit être pris 2 fois par jour par ces enfants pour contrôler leur niveau d'inattention et leur niveau d'hyperactivité ou d'impulsivité. C'est un traitement qui marche très bien. Donc il n'y a aucun problème avec ça. On voit cependant qu'il y a une explosion, ça double tous les 5 ans en fait, de la consommation de ce médicament. Et donc notre problématique, c'est est-ce qu'on peut y répondre, est-ce qu'on peut traiter donc, cette pathologie avec le neurofeedback, avec tout ce qui a été introduit aujourd'hui. C'est vrai que c'était super d'avoir toutes ces interventions aujourd'hui qui ont bien introduit la problématique. Et il y a des raisons pour lesquelles nous, on croit fondamentalement que c'est possible et que c'est désirable. Et je vais vous présenter ces quelques éléments. Tout d'abord, quand on regarde la myélinisation au cours de l'âge des enfants, donc à gauche ADHD et à droite des enfants normaux, eh bien, on s'aperçoit qu'elle est beaucoup plus tardive. Donc ça, c'est une étude qui a été faite sur des IRM qui ont été faits de manière mensuelle sur des centaines d'enfants aux États-Unis, et il venait donc tous les mois pendant plus de 10 ans en fait. Donc c'est une étude qui est extrêmement sérieuse, et on voit clairement ici qu'à gauche, eh ben, la myélinisation intervient beaucoup plus tard. Donc on a on va dire un indicateur, un biomarqueur, un neuromarqueur de cette pathologie. Et puis de manière très intéressante, on a ce papier de Gaziri qui montre qu'en utilisant le neurofeedback, eh bien, on peut agir précisément sur cette myélinisation. Donc encore une fois, c'est un papier ici qui a été fait chez les adultes qui ont fait des protocoles de neurofeedback. Donc ils ont fait pendant plusieurs semaines, typiquement 4 semaines, 40 séances, 4 à 8 semaines, 40 séances. Et il fait un IRM avant, un IRM après, et il montre que chez ces sujets, eh bien, il y a une augmentation de la myélinisation. Donc on a, on va dire, un mode d'action où on se dit, bah, tiens, le neurofeedback pour ces enfants, ça pourrait être efficace par ce mode d'action-là.
Maintenant, on a un papier dont Marco est co-auteur, qui n'est pas chez la DHD, mais qui est chez les dépressions majeures, avec un protocole où on va venir entraîner le upper alpha. Et ce qui est très intéressant dans ce papier-là, c'est qu'on voit une modification fonctionnelle de l'activité du cerveau. C'est-à-dire que de séance en séance, et même au cours d'une séance de neurofeedback, on voit qu'il y a un neuromarqueur fonctionnel qui évolue. Et c'est une première information qui est intéressante parce qu'on voit qu'il se passe quelque chose, il y a de l'apprentissage qui a eu lieu, il y a une modification du cerveau qui a eu lieu. Et puis ce qui est vraiment encore plus intéressant, c'est que cette modification, eh bien, elle s'associe avec des aires cérébrales, ici le anterior cingulate cortex, qui est associé à cette pathologie. Donc on a un lien entre la pathologie et les modifications fonctionnelles. Voilà, et puis ça enfin, une étude chez la DHD, où on montre que cette modification elle est spécifique aux marqueurs cliniques. C'est-à-dire que on voit des changements dans l'activité du cerveau de ces enfants-là pendant qu'ils font leur traitement du neurofeedback, et on peut corréler cette modification avec leur niveau d'inattention noté par les professeurs ou par les parents. Et ça, c'est extrêmement encourageant, et pour moi, c'est probablement les éléments de preuve les plus importants en faveur du neurofeedback pour l'inattention et l'hyperactivité. Et pourtant, aujourd'hui, on est bien forcé de le constater, c'est pas encore un traitement de première ligne pour la DHD, ça traîne. Et quand on regarde les méta-revues, donc qui sont, on va dire, la preuve ultime de l'efficacité d'un traitement pour l'ADHD sur le neurofeedback, eh bien on voit que c'est extrêmement hétérogène. C'est-à-dire qu'il y a une étude qui dit oui, une étude qui dit peut-être, une étude qui dit non, une étude qui dit oui, une étude qui dit peut-être, une étude qui dit non, et on se demande quand est-ce que ça va s'arrêter. Et il y a des raisons pour lesquelles on est dans cette situation-là aujourd'hui. Une des raisons, c'est que le neurofeedback, eh bien, c'est pas un médicament. Et comme c'est pas un médicament, le monde est assez mal calibré pour évaluer son efficacité, et pour deux raisons principales. C'est que la preuve d'un médicament, eh bien, ce sont des études randomisées avec un groupe contrôle sur des populations assez larges dans différents centres cliniques, avec du placebo et différents niveaux d'aveugle. Okay, et ces deux derniers éléments, l'aveugle et le placebo, c'est extrêmement difficile à atteindre dans le neurofeedback, à la fois pour des raisons techniques et puis pour des raisons éthiques. C'est pas impossible, et il y a aujourd'hui une étude aux États-Unis qui vient de commencer et qui, on l'espère, va répondre à cette question d'ici 2019, mais c'est beaucoup plus difficile pour le neurofeedback que pour la drogue. Donc ça, c'est un premier élément de réponse. Le deuxième élément de réponse, c'est que il faut bien l'avouer, certaines des études dans le neurofeedback ont des résultats qui sont soit médiocres, voire négatifs, tout simplement. Et donc, parce que c'est extrêmement important pour nous, on a fait une petite enquête et on a regardé quelles étaient les études qui échouaient à obtenir de l'efficacité, ou alors qui avaient des tailles d'effet qui étaient inférieures à celles reportées par des études équivalentes. Et on a trouvé qu'il y avait deux facteurs extrêmement importants pour que le neurofeedback ait une efficacité. Le premier, c'est que, et là encore, Jean-Arthur en a parlé tout à l'heure, il faut qu'il y ait un apprentissage qui ait lieu. Et pour qu'il y ait un apprentissage, c'est ce qu'on appelle du operant conditioning en anglais, il y a un certain nombre de critères à respecter. Et donc ça, c'est simple, il suffit de le savoir et de les appliquer, et on s'aperçoit en fait que certaines études, en fait, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait, et que tout simplement, naturellement, l'enfant n'a pas appris, il n'a pas appris à contrôler son activité cérébrale, et de fait, il n'y a pas d'efficacité thérapeutique. C'est très simple. Maintenant, le deuxième élément, c'est la spécificité de l'entraînement. Si vous enregistrez l'activité cérébrale avec des capteurs qui sont mauvais, avec un système qui est mauvais ou trop bruité, eh bien vous allez avoir du bruit à l'entrée de votre système de neurofeedback, et ce que vous allez faire, c'est du sham neurofeedback. C'est-à-dire que vous allez entraîner sur du bruit, ça va avoir l'efficacité d'un placebo, donc il y aura une petite efficacité, mais ça n'aura pas plus d'efficacité qu'une efficacité placebo. Maintenant, si vous enregistrez bien l'activité bioélectrique de votre sujet, mais que vous laissez passer dans le signal ce qu'on appelle les artefacts biologiques, par exemple les clignements d'yeux qui sont d'amplitude plus importante que l'activité cérébrale, ou alors tout simplement les muscles de la nuque, par exemple. Et bien dans ce cas-là, vous allez entraîner l'enfant à réduire l'activité, on va dire l'hyperkinésie, et ça va être ni plus ni moins que du biofeedback, où on va l'entraîner à rester calme en fait. Et donc ça a aussi une efficacité, mais ça n'est pas du neurofeedback au sens où on entraîne la rééducation d'une zone cérébrale particulière qui est associée au trouble. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qui sont extrêmement importants. Il faut être spécifique, donc il faut avoir une excellente acquisition, et il faut avoir des techniques qui permettent
d'aller cibler la zone précisément qu'on sert à entraîner, qu'on veut entraîner. Voilà. Et puis, évidemment, si on veut que ce soit une technique qui se déploie à une échelle assez importante, il faut qu'on puisse le faire à domicile. Il ne s'agit pas, comme c'est le cas aujourd'hui, d'être chez un praticien qui va prendre l'enfant, passer une demi-heure avec lui. Donc il y a des problématiques extrêmement importantes sur comment, dans le contexte qu'on vient de voir, où la spécificité, la qualité des signaux est extrêmement importante, comment est-ce qu'on amène cette technologie à domicile. Et donc, c'est probablement on va dire le point le plus important de mon propos ici, c'est qu'on a des exigences qui sont extrêmement élevées pour pouvoir soigner. Ces exigences, elles sont dans la colonne de gauche. Il faut être spécifique, donc il faut être robuste aux bruits environnementaux, aux bruits biologiques. Il faut être également spécifique en termes de la personnalisation du traitement, c'est-à-dire que les enfants, ils ont une activité cérébrale, elle diffère d'un sujet à l'autre. Il faut être capable de s'ajuster à ces différences, sinon on va entraîner à côté, d'une certaine manière. Et puis, pour l'emmener à domicile, il faut remplacer l'expert dans les tâches les plus importantes qu'il fait, et en particulier, lui, il monitore la qualité des signaux, il va dire, tiens, là c'est bien, attends, là on va te remettre le capteur, c'est pas bien. Tout ça, il faut le faire. Et pour le faire, on met en face des fonctionnalités du produit, qui sont dans la colonne de droite en bleu, donc la correction des artefacts, la détection des artefacts, personnaliser les traitements, et tout ça, ces fonctionnalités-là, elles nécessitent l'implémentation de techniques mathématiques qui sont complexes, en fait, donc comme celle dont Marco a parlé un peu plus tôt, donc la géométrie riemannienne. Et donc c'est un peu, donc j'étais très content d'entendre le mot simplexité, que je ne connaissais pas, mais c'est exactement ça en fait. On vient cacher la complexité de tous les modèles mathématiques pour simplifier le cas d'usage, et en même temps permettre de faire quelque chose qui est extrêmement sensible dans un environnement qui n'est pas favorable, c'est-à-dire la maison. Voilà, donc très rapidement, nous c'est ce qu'on a fait, c'est du travail, c'est des techniques compliquées, donc on a des mathématiciens qui font des modèles appliqués, des gens qui font du traitement de signal, des gens qui font du machine learning, des gens qui font du logiciel, de l'infrastructure, etc. Et tout ça, après 2 ans de travail intense, c'est un produit avec un casque EEG, donc je passe complètement sur la problématique du matériel, pour me concentrer sur le logiciel aujourd'hui, mais si vous voulez discuter de pourquoi est-ce qu'on a 8 canaux et pourquoi on a pris des canaux qui sont avec du gel, je serais ravi d'en parler à la pause. Et puis tout ça, c'est connecté par l'intermédiaire d'un cloud qui permet aux praticiens, aux cliniciens de faire le monitoring de la compliance. Voilà, je suis presque arrivé au bout de mon temps. Donc cette solution aujourd'hui, on l'évalue dans le cadre d'un grand essai clinique en Europe. Donc dans 5 pays européens, on a 10 centres, et on compare avec l'efficacité du médicament. Et en appuyant sur les critères d'intérêt, c'est-à-dire la spécificité du traitement et la robustesse de l'analyse, on espère démontrer l'équivalence au méthylphénidate et donc à la Ritaline. Voilà, donc très rapidement pour conclure, le neurofeedback ça a 100 ans, donc c'est pas une nouvelle technologie en ce sens-là. On n'a absolument aucun doute aujourd'hui sur l'efficacité du neurofeedback, donc vous pouvez voir des méta-reviews qui disent l'un et l'autre, mais aujourd'hui on sait que ça marche, il faut bien le faire, mais ça fonctionne. Donc il faut que ce soit spécifique, il faut que l'apprentissage ait eu lieu, il faut que ça se passe tout ça à la maison, donc c'est des enjeux qui vont ensemble, des enjeux qui ne sont pas évidents à résoudre. Et puis, pour faire tout ça, il faut mettre en face de la complexité d'analyse, de traitement de signal, avoir quelque chose d'extrêmement contrôlé. Et pour nous, ça, c'est une industrie, et c'est l'industrie médicale. Donc c'est pour ça qu'on pense que le neurofeedback, il a d'abord sa vie dans l'industrie médicale, où il y a à la fois les finances et à la fois la capacité de faire utiliser des dispositifs qui sont peut-être un peu compliqués à mettre en place, mais qui vont servir aux soins et pour lesquels les patients sont prêts à se soumettre à ces traitements. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.